Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Christophe et merci l'Europe de Vue du Ciel de m'avoir invité à faire cette présentation sur le programme LIDAR HD. Mais avant de vous présenter ce programme, trois petits mots sur l'IGN que beaucoup de personnes connaissent déjà. Mais l'IGN, c'est un établissement public à caractère administratif qui... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oui, bon, excusez-moi, je découvre que c'est enchaîné. Donc, établissement public à caractère administratif, opérateur de l'État pour l'information géographique et forestière. Notre métier, c'est surtout de décrire tout le territoire national d'une manière physique. Et nous avons maintenant, en fin de compte, deux grands défis qui se posent à nous. C'est de cartographier les impacts de l'activité humaine sur son environnement pour mieux évaluer l'impact du changement climatique. Et bien sûr, notre tâche principale, produire des géodonnées au service de la souveraineté numérique de la nation. Donc, j'en dis pas plus, j'en viens tout de suite au programme LIDAR HD qui nous occupe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ce programme? Bon, déjà un objectif très ambitieux, qui est d'acquérir des données LIDAR haute densité sur l'ensemble du territoire national et de proposer la description 3D la plus fine jamais établie sur la France entière. La technologie LIDAR, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est inédit dans notre programme, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national. Justement, différents acteurs ont déjà acquis du LIDAR HD. Rivière Haute-Alsace en a acquis et justement va vous présenter, et Virginie va vous présenter une utilisation. Donc le LIDAR HD, je pense que la majorité connaissent comment ça fonctionne. Donc avion, un LIDAR dans l'avion et des émissions d'impulsion laser qui sont envoyées au sol et qui sont renvoyées vers l'avion. Et tout ça permet de calculer des nuages de points géoréférencés en X, Y et en Z. Donc, au niveau du programme national, je le disais, une description 3D du territoire d'une précision jamais atteinte sur tout le territoire national. Une réponse aux besoins de l'action publique pour observer le territoire, le décrire et fournir des données socles, je veux dire, pour tout un tas d'usages. Des objectifs et un calendrier ambitieux. Normalement, le programme devrait être terminé en 5 ans, donc d'ici 2025-2026, avec une description du sol et du sursol sur l'ensemble du territoire, comme je disais. Et bien sûr, un programme qui est en prise directe avec les attentes des utilisateurs. Il y a pour la programmation un comité de concertation qui est défini surtout avec les principaux financeurs. J'y reviendrai. Donc, quelques chiffres sur ce programme LIDAR. Donc, 5 ans de travail, je vous le disais. C'est estimé à peu près à 7000 heures de vol pour couvrir le territoire. 10 points par mètre carré qui sont impulsés. Ça représente de l'ordre de 3 pétaoctets de données à la fin. Donc, je vous laisse convertir en mégas. Et un programme qui a été estimé à plus de 60 millions d'euros de budget. Pour établir ce programme, on a 4 phases opérationnelles. Donc, la première, bien sûr, c'est l'acquisition, comme je vous le décrivais tout à l'heure. Cette acquisition, elle n'est pas faite directement par l'IGN. La très grande majorité des données sont acquises par des sociétés, différentes sociétés. On a passé un accord cadre et on a retenu 4 groupements de sociétés qui font toutes les acquisitions et qui feront les traitements à la suite. Sur ces acquisitions, donc, je veux dire, l'IGN a surtout un rôle de réceptionner ces données, de les vérifier, de regarder si elles sont conformes aux spécifications qui sont données. Donc, c'est déjà une tâche très importante. La deuxième phase, c'est le traitement de ces données. Je vous décrirai les produits dérivés après, mais je veux dire, ces données brutes, elles doivent être traitées pour constituer les modèles numériques de terrain. De hauteur et de surface. Troisième phase opérationnelle qui est très importante, je vous ai donné enfin l'ampleur du volume de données, c'est d'héberger toutes ces données et bien sûr de pouvoir les diffuser à tout un chacun.
Et quatrième action, qui est très importante aussi, c'est bien sûr d'accompagner les utilisateurs, j'y reviendrai. Au niveau des acteurs de ce programme, déjà au niveau national, donc l'IGN, comme vous l'avez compris, est là pour coordonner ce programme national, puisqu'il est réalisé avec beaucoup d'autres. Et il a le soutien d'État qui finance une partie de ce programme, donc déjà via le plan de France Relance, qui couvre à peu près un tiers du coût estimé du Fonds pour la transformation de l'action publique, le FTAP. Il y a aussi la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, et aussi certaines collectivités qui commencent justement à abonder sur le manque de financement qui est estimé de l'ordre de 15 millions. Donc Antoine vous en parlait tout à l'heure, la région Grand Est soutient, l'IGN pour financer ce programme en nous soutenant dans l'obtention de FEDER. Je crois qu'il y a un contrat qui a été signé avec PACA et il y a d'autres actions sur le territoire pour compléter le budget global de ce programme. Sachant que ce programme étant déjà financé à près de 75%, du moins du montant estimé, on a lancé la production déjà depuis 2 ans. On n'a pas attendu d'avoir l'ensemble du financement. Donc l'objectif, je vous en ai déjà parlé, c'est mettre à disposition des données riches, fiables, précises, standardisées, documentées et, côté important, en open data, c'est-à-dire ouverte à tous pour une utilisation et réutilisation. Donc les 2 petites images là vous montrent la différence de résolution entre les images que l'on avait à un MNT que l'on avait avant et un MNT issu du LIDAR. Alors, qu'est-ce qui résultera de ce programme? Bien sûr, des bases de données. Donc, les plus connues et les plus couramment utilisées jusqu'à présent, c'est le modèle numérique de terrain, le modèle numérique de sur-sol, le modèle numérique de hauteur. Donc ça, je pense que tout le monde connaît en fin de compte ces différents modèles numériques. Ce qui est assez nouveau aussi ici, c'est qu'on va fournir aussi un nuage de points classifiés qui va distinguer différents éléments du sol, donc le sol lui-même, mais aussi les surfaces d'eau, les bâtiments, les ponts et 3 niveaux de végétation, une végétation basse, moyenne et haute. Donc ça, c'est des nouveautés par rapport de traitement de données LIDAR, où jusqu'à présent, beaucoup utilisaient simplement le côté MNT et MNS. Alors maintenant, des données, c'est bien, mais qu'est-ce que l'on en fait? Il y a des usages, donc les usages sont multiples. Donc Virginie en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, puisqu'elle utilise ces données-là depuis un certain temps pour la prévention des risques naturels, qui est le premier usage, je pense, de ces données, mais aussi pour l'aménagement du territoire, la gestion des parcelles agricoles, la connaissance de la ressource forestière, la sécurité intérieure et bien d'autres usages comme l'archéologie, je crois que je le montre après, qui peuvent être utilisés avec ces données-là. Donc là, la première photo, vous reconnaissez, du moins, je pense que beaucoup ont suivi ce qui s'était passé à Vaison-la-Romaine. C'est le pont de Vaison-la-Romaine, là, qui est en première photo, donc prévenir les risques d'inondation, j'en dis pas plus. Sur les ressources forestières, étant donné qu'on a à la fois les points sol et les points sur la canopée et tout, ça va faciliter la connaissance des volumes de ressources forestières. Il y a des problématiques de cartes d'exposition des habitants à différentes, par exemple les ondes électromagnétiques, le bruit, etc. Il y a la modélisation d'ouvrages, comme les digues, qui doivent être suivies, de manière précise, parce qu'il y a des risques qui s'écoulent si jamais elles s'effondrent. Sur l'archéologie, d'usage, retrouver en fin de compte d'anciennes constructions, etc. Le LIDAR est très utile à ça. Redécouvrir des sentiers en forêt ou des chemins en forêt qui ont existé et qui ont disparu. Dans le domaine agricole, beaucoup d'applications, l'urbanisme, etc. Mais je pense que vous voyez déjà un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ces données. Alors, ce qui va intéresser certainement un grand nombre de personnes de la salle, c'est où on en est.
Je m'attendais à ce que ça soit surtout ça. Donc voilà la carte d'avancement du programme national au jour d'aujourd'hui. On a découpé le territoire en dalles de 50 km sur 50 km pour être plus efficient dans la couverture de tout le territoire. Donc vous voyez qu'on a commencé surtout par des données sur le sud de la France. Donc c'est lors de comités de concertation avec les principaux financeurs que la programmation est faite. Et je veux dire, c'est sur le sud que ça s'est porté, puisque bon, c'est là qu'il y a souvent le plus de risques à suivre, des problématiques aussi agricoles, je crois. Et on a commencé je pense que la majorité des personnes sont du Grand Est. Donc on a commencé à faire des acquisitions sur le Grand Est. Donc toute l'Alsace et toutes les Vosges ont été couvertes l'hiver dernier en termes d'acquisition. Ces données sont actuellement en cours de vérification auprès de nos services avant que les données brutes résultantes puissent être diffusées. Elle devrait normalement être diffusée d'ici début 2023, après vérification. Viendra après la période de traitement des données, donc de constitution de nuages de points classifiés, comme je le précisais tout à l'heure, et des modèles numériques. Donc ça, on pense qu'à la fin du premier semestre 2023, on aura toutes ces données-là sur les zones déjà acquises. Donc vous aurez la copie du PPT, je veux dire, Christophe va vous l'envoyer, donc vous pourrez regarder en détail où on en est dans l'avancement. Alors bien sûr, l'avancement là, c'est à l'adapter. Il y a la programmation qui est en cours. Antoine en parlait tout à l'heure. C'est les principaux financeurs qui font partie du comité de programmation. Data Grand Est avait été invité au dernier comité de programmation pour les dalles qui sont programmées en acquisition cet hiver, donc 2022-2023. Pour faire une cible sur le Grand Est, il y a 9 dalles supplémentaires qui sont programmées pour l'hiver prochain. Alors, l'autre sujet, c'est l'accompagnement des utilisateurs. C'est un point très important. Donc, il y a déjà eu un webinaire où il y a eu énormément de personnes, je veux dire, qui ont assisté le 19 mai dernier. Le replay de ce séminaire est en ligne sur notre site, donc vous pouvez le visiter si vous souhaitez. Et surtout, on a créé une communauté d'utilisateurs où il y a déjà plus de 600 personnes qui sont inscrites sur la plateforme Osmose. Donc, je vais vous montrer après, mais je veux dire, c'est vraiment une plateforme où les utilisateurs peuvent déposer des choses et peuvent consulter aussi tout un tas d'informations, accéder à un démonstrateur de visualisation en 3D des données avec différents tutoriels filmés pour pouvoir utiliser. Donc ce démonstrateur, je pense que je n'aurai pas le temps de vous le démontrer en tant que tel, mais je vous invite à aller le voir. Ça permet de faire des mesures, je veux dire, sur les données LIDAR, etc., toutes sortes de mesures. C'est vraiment un démonstrateur bien complet qui vous permet de voir toutes les possibilités de ces données. Il y a la possibilité aussi d'y télécharger des données brutes et différents échantillons de données classifiées, car sur les données classifiées, on est vraiment au début, on commence la classification des données déjà acquises. Il y a aussi tout un tas d'autres vidéos explicatives sur la chaîne YouTube, je vais y aller tout à l'heure. Il y a aussi eu des développements, des tutoriels pour l'utilisation des données sur QGIS, sur ArcGIS, etc. Donc on complète au fur et à mesure cette plateforme pour la communauté des utilisateurs. Je vous invite de la rejoindre. En parallèle, je ne sais pas si vous connaissez, on a un incubateur d'entreprise, un accélérateur de projet qui s'appelle Hygiène Fab. Il y a déjà eu 6 appels à projets avec différentes sociétés qui ont retenu, que l'on a accompagné en fournissant des données, en fournissant de l'expertise. Le 7e appel à projet est en cours actuellement. Donc les réponses ont été faites. Il y a eu, je crois, beaucoup d'entreprises qui ont répondu, plus d'une trentaine, si je ne me trompe pas.
et les résultats des entreprises qui seront retenues sortira vers la mi-octobre. Donc c'est aussi un autre moyen d'accompagner les utilisateurs et aussi de favoriser le développement d'usages, de réponses d'utilisation, je veux dire vraiment aider les entreprises à répondre à différents besoins. Donc toutes ces données, je le rappelle, seront totalement en open data, comme pratiquement toutes les données de l'hygiène qui sont, et pour cela, il vous suffit d'aller sur le site geoservice.hygiène.fr et vous pouvez télécharger vos données, je veux dire, quelles qu'elles soient, quand elles viennent de l'hygiène. Donc voilà, ça c'était la première partie de ma présentation, mais je vais revenir un petit peu en arrière pour vous présenter sur Internet. Donc là, vous avez en fin de compte tout un tas de renseignements. Donc la communauté LIDAR HD, comment la rejoindre? Il suffit de s'inscrire, de remplir un petit formulaire et vous allez pouvoir recevoir toutes les informations qui est déposées avec un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle info. Vous allez avoir accès au démonstrateur de données, visualisation 3D. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Là, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais je veux dire, c'est vraiment chouette à regarder. Il y a la possibilité de télécharger les données, d'avoir des échantillons de données aussi sur votre poste pour tester sur SIG. Il y a bien sûr une fac et il y a des vidéos explicatives qui vous permettent, en fin de compte, d'avoir tous les renseignements dont je vous ai parlé. Voilà, donc tout le monde est réveillé, super. Donc voilà, juste des petites images pour terminer ma présentation je veux dire, on sort de la cave et on remonte au niveau du ciel pour survoler notre territoire en 3 dimensions avec les points LIDAR. Donc je trouve que c'est vrai que le château, c'est plutôt sympathique. Donc vous voyez le détail que l'on obtient, je veux dire, avec ces données qui couvriront à terme toute la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Georges, je suis technicienne à Rivière de Haute-Alsace, RHA. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la structure et ensuite les utilisations que nous faisons avec le LIDAR. Alors, un petit rappel historique. Il faut savoir que les syndicats de rivière dans le Haut-Rhin ont été créés sous l'annexation allemande depuis fin 19e siècle. Ensuite, les rivières ont été gérées par le génie rural. Et dans les années 80, c'est le service rivière et barrage du département du Haut-Rhin qui en a pris la gestion. La gestion a été remodelée suite au texte de loi MAPMAM et loi NOTRe, ce qui fait qu'on a dû changer un petit peu l'organisation que nous avions. Toutefois, les élus ont souhaité conserver cette gestion mutualisée des syndicats et afin de permettre à ces syndicats qui n'ont pas de personnel technique, du coup en 2017, Rivière de Haute-Alsace est née. Donc, RHA est un syndicat à la carte dont ses membres sont les syndicats de rivière ainsi que anciennement le département du Haut-Rhin et maintenant la collectivité européenne d'Alsace, la CEA, qui est issue de la fusion entre le département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. On a un coût d'adhésion de 57 centimes par habitant et une équipe de 28 agents. Historiquement, les agents qui travaillaient dans le service rivière et barrage du département ont été mis à disposition de RHA, qui a également, par la suite, engagé directement des agents. Donc, on a 2 collèges qui composent RHA, celui de la non-GEMAPI et de la GEMAPI. Alors, j'ai ajouté une carte du département du Haut-Rhin. Donc on a Colmar au nord et Mulhouse au sud, ainsi que la limite des différents syndicats de rivière. On gère environ 4000 km de rivière, 245 km² de zones inondables, 240 communes sont à risque d'inondation. On a 200 km
de digues, ainsi que 27 000 bâtiments protégés pour une crue centenale. Donc les compétences de RHA, donc les syndicats de rivière ont transféré à RHA la GEMAPI et la non-GEMAPI, ce qui fait que sur l'ensemble du territoire, on a un gestionnaire unique pour tous les travaux. Qui concerne la création des bassins de rétention dans le cas des problèmes de ruissellement. On travaille sur les ouvrages existants. On fait de la renaturation et de l'entretien de l'air piscine le long des cours d'eau. RHA, c'est aussi le suivi des sages avec son animation. Donc on en a 2 sur le Haut-Rhin, celui de la Dolère et de la Loche. Et d'ailleurs, notre animatrice, avec une collègue historienne, elles ont monté une exposition Les pieds dans l'eau qui retrace l'histoire de la crue de 1990. Donc cette exposition a été créée il y a 2 ans et elle tourne sur l'ensemble du territoire dans les différentes collectivités. Alors, RHA a mis en place un dispositif d'astreinte, donc qui est 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, et qui s'appuie sur un modèle de prévision de crue. Et on intervient en cas de crue, donc pour enlever les embâcles au niveau des ponts, ou pour mettre en tout ce qui est la protection, bref, vous avez compris. Alors maintenant, je vais vous parler du LIDAR. Donc dans le Haut-Rhin, c'était une innovation. En 2003, on a levé les premiers secteurs jusqu'en 2012. Et, il y a 2 ans, on s'est dit que ça serait bien d'avoir une mise à jour de ce levé. Et on a lancé une campagne en 2020 afin d'avoir une uniformisation des données sur l'ensemble du territoire, sachant qu'une partie de l'Isle, qui est une rivière principale dans le Haut-Rhin, avait été levée en 2019, et une partie du territoire, ce qu'on appelle le Sungo oriental, qui avait été levé par la DDT en 2020. Donc on a passé un marché, et c'est l'entreprise Cetis Dego qui a été retenue. Le levé a été réalisé entre le mois de mars et le mois d'avril, donc pour un montant de plus de 220 000 €. Et la surface levée était de plus de 2300 mètres carrés. Nous avions 2 contraintes. Il fallait que le niveau d'eau dans les rivières soit au plus bas et que les arbres aient le moins de feuilles possible. Donc la précision en altimétrie de 10 cm, en planimétrie 15, avec un pas de grille de 20 cm et une résolution de 15 points au mètre carré, et après traitement, on en avait 30. Donc au niveau du rendu, on a demandé un MNS, le MNT, ainsi que le MNT bâti. Donc sans la végétation, le bâti et les cours d'eau. Donc au format LAS, .asc et en point texte. Donc j'ai, pour chaque périmètre du syndicat de rivière, j'ai assemblé les différentes dalles que nous avions réceptionnées. J'en ai fait une mosaïque avec Argix Pro et j'ai créé l'ombrage. Donc sur la petite photo de gauche, on voit le MNT et à droite, le MNT bâti. Donc, afin de protéger les villages contre les inondations et en vue de l'aménagement des bassins de rétention, donc on fait des études hydrauliques. Donc ça va vraiment du diagnostic jusqu'au projet. Et mes collègues les réalisent avec le logiciel ECRAS. On peut faire une modélisation 1D ou 2D. Donc la 1D, le principe consiste à faire des profils en travers tous les 50 mètres. On va obtenir la ligne d'eau
et le débit de pointe pour chaque profil. Et on va avoir une image, enfin un résultat statique. Contrairement à la 2D, où là, on est obligé de construire des polygones ou des mailles, comme on appelle. L'un des avantages, ça va être au niveau des ponts. On va avoir un profil au niveau du pont, alors qu'avec la 1D, on a le profil à l'amont et à l'aval. On va avoir une superposition avec la couche de l'occupation des sols. Et là, au niveau des résultats, on a la hauteur d'eau en mètres, on va avoir la cote, et ensuite la vitesse d'écoulement. Donc pour chaque profil en travers et par maille. Et le calcul est un petit peu plus long que le modèle en 1D, puisque le calcul se fait par rapport à la maille précédente et à la maille suivante. Donc là, on ne le voit pas, mais sur la petite diapo de droite, on voit en fait, donc c'est la vitesse d'écoulement. Et dans le logiciel, on voit vraiment l'eau circuler. Ce qui nous donne des résultats et des cartes ci-jointes. Donc on voit en fonction des endroits les zones qui vont être inondées. Le LIDAR nous permet également de dimensionner les bassins de rétention. Et là, avec le logiciel HMS, le MNT est transformé en isolignes. Donc c'est les lignes jaunes sur la diapo. On va avoir une courbe de remplissage qui, pour son débit de pointe, ça va nous indiquer le volume d'eau à stocker, qui est défini en fonction de la quantité d'eau tombée et celle qui est infiltrée, et la capacité de l'exutoire à l'aval du bassin. Ensuite, avec AutoCAD Covadis 2D, le MNT est transformé en TIN, qui est plus léger au niveau du traitement. On va calculer les cubatures, ce qui va nous permettre ensuite de dessiner la plateforme et l'emprise du bassin. Donc, en rouge sur l'image. Le LIDAR nous permet également d'identifier les bras morts des cours d'eau. Donc à gauche, entouré en rouge sur le scan, et à droite sur le MNT. On recherche également les zones de mobilité. Donc c'est une analyse topographique, où là, avec le SIG, le MNT est dépenté. Donc on trace un profil en travers, tous les 50 mètres, et on va prendre la côte la plus basse. Et ensuite, il y a un raster qui va être créé sur toute la longueur du cours d'eau, ce qui va nous indiquer la pente. Ce raster qui a été créé, on va soustraire la donnée au LIDAR, et ce qui va nous donner la hauteur de la berge. Donc la hauteur de la berge. Donc sur l'image de gauche, donc on peut voir en rouge, en fait, c'est les hauteurs entre le fond du cours d'eau et le haut de la berge, donc qui est très haute, et ici, elle était de plus de 5 mètres. Et ça nous permet de définir les zones de mobilité. Donc en fait, c'est quand on laisse... c'est l'emprise du cours d'eau qui divague, en fait. Alors, les zones de mobilité qu'on a faites précédemment, on les compare aux données existantes, soit des cartes de l'état-major et les scans historiques des années 50. Donc, ça va nous permettre d'identifier les zones de dépôt, ce qu'on appelle les bancs de gravier, ou alors les zones de débordement, les zones d'érosion et les zones exponentielles de crue, ainsi que de confirmer ou de définir les nouvelles zones des zones humides. Ensuite, la phase suivante, c'est les études hydrauliques, et on va ainsi programmer les différents types de travaux, que ce soit de renaturation, de la restauration de zones humides ou les arasements de seuil.
Le LIDAR donc, nous permet également de définir les zones humides remarquables. Donc, dans le Haut-Rhin, les inventaires ont été réalisés par le service de l'environnement et de l'agriculture. Donc, cet inventaire a permis de connaître les milieux humides, et ce qui va nous permettre par la suite de les intégrer dans les futurs SAGE. Donc, la procédure consiste dans un premier temps à collecter les données auprès de SIGAL ou de Natura 2000. Ensuite, au bureau, il y a une prélocalisation qui est faite avec le MNT. Donc, on calcule l'indice de Beven-Kirby, les dépressions et les zones tampons des cours d'eau. Mes collègues sont ensuite allés sur le terrain pour vraiment les identifier. Et retour au bureau, ces zones ont été confirmées et délimitées au 2 millième. Et ensuite, une fois que les données sont validées, elles sont communiquées et il y a une animation derrière. Alors, le LIDAR, c'est bien. Donc, il y a plusieurs avantages qui sont identifiés. Mais dans notre domaine, on rencontre un petit inconvénient. C'est que quand le cours d'eau est trop profond, on n'arrive pas à avoir la donnée. Donc, on a fait un test en 2020. On a fait un levé bathymétrique sur une partie du cours d'eau de Lille, ainsi que son affluent, qu'on appelle le Quatelbach. Donc, il y a à peu près 100 km qui ont été levés. Donc, aussi en février et en mars 2020. Et on a eu un rendu en MNT au format .ASC. Donc, avec une altimétrie de 10 cm et une planimétrie de 10 cm. Le premier rendu qui nous a été fait, il y a eu beaucoup de zones où on n'avait pas de données, à peu près 4 km. Donc, on a demandé aux prestataires, donc derrière, il les a retravaillés, réinterpolés, et du coup, on a reçu une nouvelle bathymétrie. Donc, et l'image que j'ai mise dans le diaporama concerne en fait les zones blanches du premier rendu. Et voilà, j'ai fini la présentation.